Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la thématique de la sous-traitance, du CPF et de la certification Calliope. Il est dédié aux managers d'organismes de formation qui font appel à de la sous-traitance dans le cadre de leur activité et également aux formateurs sous-traitants dans le cadre de leur activité également. Avant de démarrer le webinaire, je vais vous présenter les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications, éviter de regarder l'écran lorsqu'il s'allume. On est tous tentés de le faire dès qu'on reçoit quelque chose. Ensuite, les 2 gestes suivants concernent l'utilisation de l'outil chat, également de l'outil questions. Donc vous avez en effet ces 2 onglets à votre disposition. Le premier vous permet de communiquer avec nous pour nous envoyer vos remarques. Donc je vois que vous avez déjà l'utilisation bien en main. Donc je vous salue également. Donc bonjour à Cathy, bonjour Alain, Muriel, Joël et Claude, donc les premiers prénoms que je vois défiler à l'écran. Bienvenue à ce webinaire. On va accueillir au fur et à mesure des nouveaux participants. Voilà, en tout cas, l'utilisation de cet outil fonctionne de la sorte. Ensuite, vous avez un autre onglet qui consiste cette fois-ci à poser vos questions, à bien différencier puisque l'intérêt est différent. Donc, l'onglet questions est à utiliser lorsque vous rencontrez une information lors du webinaire qui vous demande davantage d'informations. Donc, utilisez-la pour nous faire part de vos interrogations. On reviendra du coup sur ces éléments à l'oral ou à l'écrit si le temps le permet pour vous envoyer les réponses. À savoir que via cet onglet questions, vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et de notre côté, ça nous permettra du coup de faire une modération, et de prioriser les réponses en fonction de l'intérêt que vous y ressentez. Et enfin, le quatrième et le dernier geste qui, concerne la concentration, concentration sur le contenu audio et visuel, donc, sur le support et ma voix aussi, celle de l'intervenant qui va arriver. Donc pour faciliter votre compréhension et aussi fluidifier la présentation pour éviter qu'on ait à revenir sur des éléments qu'on aurait déjà pu présenter. Alors je suis présent aujourd'hui avec, François qui va arriver d'ici quelques instants. Il y a une mise à jour qui est effectuée au dernier moment sur, son ordinateur. Il devrait arriver d'ici quelques instants. Il est en face de moi en tout cas et il va prendre oui, c'est ça, il va pouvoir prendre la parole, une fois qu'il sera arrivé. Et donc pour ma part, je suis, Thomas Talby, donc responsable marketing en personnel chez CPF depuis 2021. Donc ça fait plus de 3 ans que, je fais partie de l'équipe ICPF, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle et de la certification qualité. Donc le plan de la présentation se divise en 5 parties. Un premier point sur la présentation de ICPF en tant qu'organisme certificateur. Un deuxième point sur l'après Calliope, que se passe-t-il une fois certifié en termes de vision et d'opportunité? Troisième partie sur la sous-traitance en formation, qu'est-ce que c'est? Quatrième point sur la réglementation, Calliope et la sous-traitance, hein, notamment avec ce décret qui est apparu en décembre 2023 sur la situation. Et enfin, cinquième et dernier point sur les questions-réponses, à savoir que vous avez déjà la possibilité de pouvoir l'utiliser. Ce temps de questions-réponses servira surtout à traiter les questions qui n'auraient pas pu être abordées lors de la présentation. Alors je vous laisse sur cette slide quelques instants. On va pouvoir démarrer la présentation. Je reviens dans. Alors François, on te voit, mais on ne t'entend pas. Non, voilà.
Voilà. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'étais perdu dans l'application Livestorm suite à une mise à jour. Voilà. Donc, je suis François Galilou, le président de l'ICPF, et je vais vous présenter ce qui a de la valeur. Oui, c'est ça. Donc, présentation sur ICPF. Quelles sont les valeurs aujourd'hui qui nous différencient sur le marché de la certification, François? Alors, la première aujourd'hui, c'est la compétence technique. 43 salariés, 16 auditeurs. On ne fait que de la qualité en formation, et ça depuis 1995. Donc, de par le nombre de salariés et de par cette concentration, on peut dire qu'on a une compétence technique aujourd'hui inégalée sur le plan de la qualité de la formation. Deuxième groupe d'avantages, c'est la plateforme Noé, qui est aujourd'hui en amélioration continue. Donc, on est passé à la version 4 en octobre 2023. Cette version 4 a été stabilisée en version standard en juin, et depuis, elle s'améliore de jour en jour. 12 ingénieurs travaillent dessus en permanence. Dans cette plateforme Noé, un service unique, c'est le service client, où on peut vous expliciter les critères et aussi répondre à vos questions, à vos problèmes, à vos, comment dire, et surtout avoir une traçabilité dans les réponses qu'on vous donne. Voilà, où là aussi, on améliore sans cesse cette partie-là. Enfin, la conséquence de cette valeur, c'est le nombre de clients, dont j'espère vous faites partie, qui nous font confiance. Donc, à date, 5800 certifiés Calliope et environ 1200 certifiés pro. Voilà. Donc voilà pour ce qui fait notre valeur sur le marché. En face de ces valeurs, François, on a des offres qui sont, elles aussi en évolution. Quelles sont-elles, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a bon, Calliope, c'est la certification réglementaire, on dit obligatoire, donc c'est 90% de notre chiffre d'affaires. On propose aussi la certification pro, qui est une démarche qualité tierce partie dans laquelle un intervenant peut s'engager de manière à pouvoir valoriser son professionnalisme. Enfin, pour les entreprises, on verra après la logique. On propose des certifications de type ISO 9001 ou ISO 21001. Ça, c'est pour les certifications qu'on pourrait qualifier de standard. Le deuxième, je dirais, groupe d'intervention que nous avons, c'est on peut concevoir pour des entreprises ou des groupes d'entreprises des systèmes de certification ou des référentiels de certification. Donc là aussi, ça nous permet d'intervenir dans des groupes importants qui veulent augmenter la qualité de la montée en compétences. En amont, on a un certain nombre de services qui sont soit standards, que nos confrères proposent également, comme le pré-audit. Et après, on a des services spécifiques comme l'élaboration, c'est-à-dire vous avez une sorte de une option qui vous permet de mieux préparer la documentation et la démonstration et surtout la retrouver de la conformité du dispositif que vous présentez à la certification. Et enfin, bon, bah, pour ceux qui sont Calliope, vous avez, on a aussi conçu là un certain nombre de services qui permettent de diminuer le stress, comme le pass urgence. C'est-à-dire on a mis en place une possibilité de planifier en urgence des audits pour ceux qui ont laissé passer les délais. On a aussi le pass week-end. On s'est rendu compte que la demande d'audit arrivait en même temps, en particulier cette année, sur les 3 derniers mois. Et donc là, on a créé le pass week-end. On a mobilisé des auditeurs le week-end, et pour les clients que ça arrange, on peut organiser des audits le week-end. Et dernier point, le pass report, c'est-à-dire que c'est une assurance qui vous permet de reporter sans frais l'audit. Alors, évidemment, ce sont des services qui sont coûteux, que nos confrères ne proposent pas, mais nous, on a résolument choisi l'option, compte tenu du nombre de clients qu'on a, de faire payer ceux qui demandent quelque chose en plus, et pour maintenir des tarifs le plus raisonnables possible pour ceux qui travaillent dans les délais, la semaine, et planifient longtemps en avance. Enfin, vous avez les audits, surveillance, renouvellement, et aussi encore un ensemble de services où on doit assurer une grande fiabilité, l'adaptation du certificat. Pour ceux qui l'ont déjà fait, le changement de numéro de déclaration d'activité, le changement de sirène, ce n'est pas une opération simple.
il peut y avoir des problèmes. Et donc là aussi, on a développé une interface pour qu'elle soit le plus fiable possible. Le transfert entrant, on reçoit beaucoup de demandes de transfert entrant. Donc là aussi, on a créé un module pour pouvoir que vous puissiez transférer votre certificat chez nous dans les meilleures conditions. Et enfin, des passes Serenity e-Group, c'est des bouquets de services. Alors, Serenity, c'est pour des organismes de formation où il n'y a qu'un seul NDA. Et les groupes, c'est pour des groupes d'organismes où il y a plusieurs NDA, mais on souhaite un suivi harmonisé, centralisé et surtout des résultats d'audit harmonisés. Donc voilà la gamme de services. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 16 aujourd'hui qu'on Oui, vous propose à ICPF. c'est ça, exactement. Alors on a une remarque de Christine qui indique en effet le changement de SIRET est très compliqué et impacte les stagiaires qui souhaitent s'inscrire à la formation. Ben, merci de le dire, Christine, parce que beaucoup de clients ne comprennent pas qu'on facture le service et ils nous proposent souvent encore hier, il y avait une cliente qui dit j'ai fait accepter à Head-Off le fait que je travaille il me considère toujours sur mon ancien Sirène. Alors Head-Off lui aurait dit oui et en fait, bah, ça paraît impossible. Mais là encore, changement de nom, changement de Sirène, changement de NDA, c'est pas une opération simple. Et alors nous, on a mis en œuvre un service pour le traiter de manière simple, mais il y a des implications qui sont lourdes et notamment sur les financements avec des pertes de financement. Et donc, c'est là où si vous voulez, la compétence du certificateur se fait voir parce qu'on a l'expérience de ça compte tenu du nombre de clients qui nous sont fidèles. Alors pour revenir sur, l'ensemble des offres en soi, on a cette, structure, hein, de l'escalier de la qualité qui permet de voir, comment on peut aller vers l'épanouissement en formation professionnelle. Quelles sont les différentes étapes de cet escalier? Alors, ce webinaire s'adresse avant tout aux sous-traitants et aux donneurs d'ordre. Donc, je vais me mettre du point de vue du sous-traitant ou du donneur d'ordre. Alors, le donneur d'ordre a besoin d'intervenants de qualité qui s'impliquent dans la formation. Donc, il a besoin de candidats, de, de professionnels qui veulent le statut de formateur, qui veulent s'impliquer durablement dans la formation. Aujourd'hui, en France, on a un grand nombre de personnes qui veulent s'impliquer dans la formation, de plus en plus chaque année, et la principale motivation, c'est de vouloir le statut de formateur, vouloir également pratiquer l'activité de formation, pratiquer de manière professionnelle. La première marche pour rentrer dans cette activité de formation, c'est le numéro de déclaration d'activité qui est aujourd'hui obligatoire pour les donneurs d'ordre comme pour les sous-traitants. Et ensuite, la deuxième marche, c'est Calliope. C'est la marche la plus visible aujourd'hui. Un grand nombre de personnes vont directement sur la deuxième marche et se rendent compte au moment où ils font la demande qu'il faut avoir un NDA, un numéro de déclaration d'activité qui est un numéro délivré par les DRIETS ou la DRIETS ou les DRETS, les préfectures, qui est un numéro d'enregistrement qui permet de suivre ceux qui vont percevoir directement ou indirectement des fonds publics de formation. Donc cette deuxième marche Calliope est aujourd'hui une marche très claire et c'est le point d'entrée vers les financements. C'est un point d'entrée qui est incontournable. Ensuite, pour certains types de financement, alors les plus connus, c'est l'accès au compte personnel de formation qui est activé par le stagiaire. Et donc là, pour rendre son offre éligible au compte personnel de la formation, il faut être soit, en plus de Calliope, soit il faut être référencé sur EDOF, alors directement en tant que donneur d'ordre, mais aussi aujourd'hui en tant que sous-traitant. Et là, Calliope est maintenant obligatoire aussi pour le sous-traitant. Enfin, une fois que vous êtes sur cette dernière marche, c'est-à-dire que vous avez une offre de formation qui est inscrite sur la plateforme EDOF, où vous êtes sous-traitant référencé sur EDOF, vous avez deux marches pour vous distinguer. Le sous-traitant personne physique, qui est en quelque sorte le sous-traitant idéal, il ne devrait y avoir que des sous-traitants comme ça, qui est un intervenant, peut s'engager dans la démarche pro facilitée par le donneur d'ordre ou pas, pour valoriser son professionnalisme, mettre en avant son expertise.
Et l'organisme, le donneur d'ordre, lui, peut s'engager dans une démarche ISO 9001 ou ISO 21001 s'il veut travailler avec des grandes entreprises en France ou à l'international. Donc vous avez la deuxième et la troisième marche qui permettent d'accéder au financement ou de réaliser des actions en sous-traitance, actions financées par le CPF. Et ensuite, vous avez la quatrième et la cinquième marche qui permettent de se différencier et de faire reconnaître son expertise et son professionnalisme. Alors, pour parler d'actualité, François, on a vu déjà plusieurs rapports être publiés, hein, notamment un rapport de l'IGAS qui fait part de certaines recommandations. Quelles sont ces recommandations qu'on y retrouve? Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, l'IGAS, donc, qui est donc un une équipe une institution, hein, qui réalise des rapports tous les 2 ou 3 ans sur, l'état de la formation professionnelle en France. On s'est rendu compte déjà et avec, de l'importance de la sous-traitance, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne réalisaient pas complètement qu'il y avait la sous-traitance avait autant d'importance dans la formation, et Qualiopi fait émerger d'ailleurs, ce phénomène. Donc là, l'IGAS a recommandé que les sous-traitants soient certifiés Qualiopi, voilà, pour permettre, je dirais, d'améliorer la qualité de la formation. Alors c'est pas forcément, la meilleure chose à faire parce que comme vous le savez, enfin certains d'entre vous le savent, Qualiopi c'est fait pour l'organisme, c'est fait pour le service et ça ne permet pas de mettre en avant votre professionnalisme. Votre expérience de formateur, Qualiopi ne permet pas de la mettre en valeur. Donc c'est là où le dispositif n'est pas complètement adapté. Alors on espère que ça va évoluer dans le temps, qu'il y aura une version Qualiopi pour les sous-traitants, mais c'est un premier pas qui a quand même de l'importance et qui permet d'éviter un certain nombre de problèmes, je dirais, de qualité. Ça permet d'en résoudre un certain nombre. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est acquis pour les financements CPF et la recommandation, c'est de l'étendre à l'ensemble des actions, quel que soit le financement. Donc, ce qui a une certaine logique parce qu'il n'y a aucune raison qu'une mesure, visant à améliorer la qualité soit valable pour le financement les actions financées par le CPF et ne soit pas valable pour les actions financées par des OPCO. Alors, au-delà du statut, on retrouve également une recommandation de label. C'est le mot qui avait été employé par l'IGAS, de label Calliope+. Quelle serait la direction que pourrait prendre cette évolution? Alors donc ce groupe de travail a imaginé, comment dire? Qu'il pouvait y avoir une étape, je dirais, suivante, une nouvelle étape pour ceux qui étaient Calliope. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, ceux qui ont Calliope, il y a parmi eux, un certain nombre de pionniers, ils ont envie, d'avoir une autre certification et donc aujourd'hui, bah, ils ont, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont Pro, ils peuvent travailler sur la dimension, des intervenants ou ils ont ISO. Voilà. Donc là, l'IGAS lui a dit, bah, si on pourrait continuer dans une démarche qui nous est propre et faire un référentiel Calliope qui serait plus exigeant, mais non obligatoire, de manière à promouvoir l'excellence et l'innovation en formation. Donc, je dirais, alors là, mon point de vue par rapport à Calliope+, c'est il faut contribuer, proposer des idées, des mesures, puisqu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas mis en évidence de mesures complètement révolutionnaires et qui me paraissent réellement pertinentes. Mais ça permet déjà de se dire, voilà, Calliope, c'est un standard basique, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement être au-dessus. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher d'autres exigences. Voilà. Alors là, ce qui est surtout intéressant, c'est le travail collectif et la capacité de, de l'entité qui va prendre le lead, parce que ça peut être l'État, mais ça peut être aussi l'ICPF, nous, on apporte notre contribution, ça peut être une commission de normalisation à l'AFNOR, et qu'il y a un ensemble de propositions, qu'on brasse un grand nombre d'idées qui nous permettent d'améliorer le niveau d'exigence de Calliope. En tout cas, dans ce travail de construction, ce qu'a fait ICPF, c'est de réaliser une enquête publique, hein, qui s'est terminée hier. On a collecté, des centaines de retours. De mémoire, on était environ à 600 retours sur cette enquête et l'objectif est de pouvoir
à notre échelle, contribuer à ce projet référentiel, et à partir de ces retours, un groupe de travail constitué pour faire des propositions et l'objectif pour nous est de pouvoir présenter une première version de ce travail-là, lors de notre prochain événement ICPF Networking qui aura lieu le 12 novembre prochain, donc d'ici, un peu moins d'un mois. Alors peut-être que ce que je vais dire va ça fait 30 ans que moi j'œuvre pour la qualité de la formation, mais peut-être que ce que je vais dire va dépasser, va passer au-dessus de la tête d'un certain nombre d'entre vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la qualité, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit pris en main par les professionnels. La qualité, elle est très rarement, si vous regardez les autres secteurs, elle est très rarement, guidée par, l'État. Elle est avant tout guidée par la demande et il y a une demande très forte en matière de qualité de formation. Ensuite, c'est les professionnels qui font la qualité, qui doivent travailler ensemble pour, proposer des standards, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent des professionnels de la formation et de leur représentation, qui avaient plutôt tendance à présenter des standards minimums, alors qu'en fait, il faut présenter des standards élevés. Alors, en conclusion de ce que je veux dire, c'est que c'est important que les professionnels, c'est pas nous, on est que certificateurs, mais vous, en tant que professionnel, vous preniez en main, soit voilà, à travers différentes instances, parce que ça peut être des groupes de travail ad hoc qui se créent, ça peut être au sein d'un syndicat professionnel, voilà, mais que vous preniez en main la qualité et que pour défendre votre métier, pour le promouvoir, votre activité, de produire des standards qualité, de produire au moins des contributions. Il n'y a pas tant d'idées que ça en matière de qualité de formation. Et nous, à ICPF, on a un pouvoir en termes de communication, donc on le fait et il s'agit de promouvoir des idées qui vont permettre d'améliorer la qualité de la montée en compétences. Une première question de Saïda sur, l'escalier de la qualité. Heu, Nous, en tant que sous-traitants, doit-on effectuer les 4 étapes de départ ou seulement les 3 premières? Alors en fait, la sous-traitance, c'est un statut provisoire. Personne est enfin, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui envisagent d'être sous-traitants et de n'être que sous-traitants, mais c'est une minorité. Quand on devient sous-traitant, l'idée c'est de devenir un organisme de formation et de, de travailler en direct, c'est-à-dire d'avoir des clients en direct. C'est quand même ce qui est le plus rémunérateur. Donc si, comment on utilise ce tableau? Bah, en fait, il faut vous dire que dans votre, organisation, dans votre stratégie, bah, une fois que vous aurez, eu Calliope, la prochaine étape, ce serait d'avoir la certification pro, si vous voulez rester tout seul. Si vous voulez être un organisme structuré avec un grand nombre de personnes, la prochaine étape, alors un grand nombre de personnes, ça peut être 5 ou 6, hein, voilà, mais, la prochaine étape, ce sera la certification ISO pour structurer votre organisation et aller plus vite. C'est ce que j'ai fait, hein, moi, dans toutes les entreprises. Moi, j'ai managé 3, j'ai créé et dirigé 3 entreprises qui ont toutes réussi. Alors ICPF, c'est ma plus grande réussite, mais j'ai toujours commencé, enfin sauf la 1re où, on va dire que j'ai commencé au bout de 5 ans, j'ai toujours appliqué le modèle ISO 9001 et c'est ce qui m'a permis d'avoir une vision très claire de la manière dont je devais organiser ma structure. Alors, on va passer à la suite de la présentation sur, le sujet en central qui est la sous-traitance, même si on commence, petit à petit à l'aborder. On va commencer, par la base. François, qu'est-ce que la sous-traitance en général? Alors, la sous-traitance, c'est, l'organisme de formation, enfin d'ailleurs, en général, hein, donc, une entreprise va externaliser une partie de la prestation. Donc ça peut être, l'analyse, voilà, l'étude, la conception, la réalisation, le suivi ou l'évaluation. Alors dans la formation, c'est analyse, conception, réalisation, suivi ou l'évaluation. C'est formalisé par un contrat entre personnes morales, et c'est rémunéré par le biais d'une facture. C'est à contrario du contrat de travail. Contrat de travail, bulletin de paye, c'est pas de la sous-traitance, même en portage. Voilà. Et par contre, sous-traitance, s'il y a facture, il y a sous-traitance. La prestation, elle est réalisée sous la responsabilité du donneur d'ordre, mais le recours à la sous-traitance peut être expressément agréé par le client final et il peut l'exiger dans le client et il peut même exiger que la prestation ne soit pas, comment dire,
que la prestation la prestation ne puisse pas être sous-traitée. Voilà. Et même que ou alors que s'il y a sous-traitance, il doit y avoir agrément. Ça, c'est dans le contrat entre le client final et le donneur d'ordre. Alors, donc si je prends la remarque de Charlotte, l'auditrice de Calliope, un concurrent, m'a dit lors de notre audit que sous-traitant égale intervenant externe. Intervenant externe, en fait, ça ne veut rien dire parce que ça veut dire que pour vous, un sous-traitant, c'est quelqu'un que vous allez rémunérer sous forme de facture. Donc là, il y a, voilà, parce qu'un intervenant externe, ça peut être quelqu'un en portage salarial. Mais non, un intervenant externe, ça peut être quelqu'un en CDD d'usage. Mais là, il y a un CDD. S'il y a un contrat de travail, il n'y a pas sous-traitance. Si le salarié est en portage, enfin, il est salarié en portage, mais là, il y a un contrat, c'est sous-traitance parce que votre sous-traitant, c'est la boîte de portage. Alors, le sous-traitant pour faire formation, NDA plus BPF obligatoire, oui. Alors, on avait, c'est dans le guide c'est une question de Cassandra, donc c'est dans le guide des organismes de formation. C'est réglementaire. Alors, évidemment, il y a des exceptions si c'est une intervention très ponctuelle. Et il y a aussi, vous allez toujours trouver un ou deux avocats ou un ou deux consultants sur les réseaux qui disent que ce n'est pas obligatoire. Mais je ne m'y risquerai pas à prendre ce risque. En tout cas, vous pouvez retrouver cette information dans le guide de la directe comme l'a indiqué François. C'est en page 12, donc vous pourrez avoir la preuve écrite et l'opposer à une personne qui vous dirait l'inverse. On peut surtout voir ça sur LinkedIn dans des échanges. Pour poursuivre sur le contenu, François, on a présenté la situation de la sous-traitance en général, mais lorsqu'on applique ce modèle à la formation, quels sont les différents modèles qu'on retrouve? Voilà, on a anticipé, on est très vite passé dans le domaine de la formation, mais le donneur d'ordre est un PAC, donc un prestataire d'action de formation, avec donc un NDA, avec Calliope. Il utilise un contrat de prestation, il émet une commande et il reçoit une facture. Alors le contrat, il peut être tacite, hein, mais bon, globalement, c'est le fonctionnement. Ensuite, il y a 3 situations possibles. Donc le sous-traitant, c'est un OPAC, il a un NDA, il est certifié Calliope ou non. L'intervenant est salarié, entrepreneur ou dirigeant de cet OPAC. Ensuite, il y a une deuxième situation que j'ai déjà décrite, mais le sous-traitant est une société de portage salarial. Elle a un NDA, elle est certifiée Calliope ou non. L'intervenant est un salarié, mais il passe à travers une entreprise. Et donc, le sous-traitant, c'est cette entreprise. Et 3, le portage Calliope, donc qui est aujourd'hui ce qu'on veut absolument éviter au niveau de l'État, c'est que le sous-traitant est une société de portage dit Calliope, avec NDA, certifié Calliope, mais l'intervenant est un sous-traitant. Et là, ça aujourd'hui, c'est interdit pour les financements CPF, et c'est une mauvaise pratique du point de vue de l'État. Alors ces différents modèles, François présente, leurs avantages et leurs problèmes et en termes de problèmes, quels sont les différents constats? Alors, OPAC, c'est organisme prestataire d'action concourant à la montée en compétences. C'est pour Noémie. Et alors, en tant que donneur d'ordre, quelle démarche pour faire de la sous-traitance? Pour question de Nesrine, je ne comprends pas exactement la question. Donc, si vous pouvez la reposer. Voilà. Alors, les problèmes que ça pose. Pour le sous-traitant, il y a une charge de travail administrative qui, d'année en année, augmente. C'est-à-dire que le donneur d'ordre a tendance à reporter sur le sous-traitant la charge de travail administrative. Donc, il va gérer les feuilles de présence, il va gérer il va gérer un certain nombre de choses qui fait que sa charge est importante. Ensuite, force est de constater aussi que du point de vue du sous-traitant, la rentabilité de la sous-traitance est faible, c'est pas très bien payé. Et donc ça, c'est aussi un problème. Ce qui m'amène à dire par moment, la sous-traitance mène à tout à condition d'en sortir. Alors pour un grand nombre de personnes, la sous-traitance, c'est un moyen de rentrer dans la profession, c'est un moyen de pratiquer, mais ça je le dirai peut-être après, mais il faut vite arrêter parce que c'est pas rentable. Ensuite, il y a une demande qui est discontinue. Si le donneur d'ordre fait de la sous-traitance, c'est qu'il n'a pas une demande continue. Et après, on a l'illusion que le sous-traitant a l'illusion qu'il va pouvoir avoir d'autres clients
Et en fait, à la pratique, c'est très compliqué d'arriver à satisfaire plusieurs clients parce que les commandes sont passées en même temps, aux mêmes dates, donc il y a des conflits d'agenda et aussi le donneur d'ordre souvent il préfère avoir que son sous-traitant ne travaille que pour lui. Donc là aussi ça pose des difficultés, voilà. Enfin, il est difficile d'assurer la qualité. Alors pourquoi? Parce que le donneur d'ordre et le sous-traitant fonctionnent, alors je dis en règle générale, les problèmes qui peuvent se poser. C'est-à-dire que le donneur d'ordre fait l'analyse du besoin et transmet une formation à réaliser aux sous-traitants. Alors, ils ne sont forcément pas toujours complètement coordonnés et donc il y a des ajustements à faire sur l'analyse de besoin. Voilà, voilà, l'analyse de besoin, elle est parfois ratée par le donneur d'ordre. Il n'a pas compris le besoin réel du client. Et donc, le sous-traitant doit faire souvent des ajustements en cours de formation pour arriver à satisfaire le client, à assurer une qualité. Alors, pour la gouvernance et les financeurs, le rapport de l'IGAS en témoigne, les formes de sous-traitance qui existent aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient attendues. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ, au niveau de l'État, on pensait que formateur égale salarié, c'est-à-dire que les formateurs et des salariés. Les organismes de formation ne communiquent pas sur le fait que leurs intervenants sont des sous-traitants. Au contraire, ils présentent ça comme ils font partie de la maison, ils mettent leurs photos sur leur site, ils disent mon formateur. Bon, ça, je pense que tout le monde comprend très bien de quoi il s'agit. Et on ne dit pas, voilà, ce formateur, c'est un sous-traitant. Ça, c'est un peu caché, on ne le dit pas trop. Voilà. Alors pour l'État, ils ont eu du mal comme les fonctionnaires changent toutes les 4-5 ans, ils ont du mal à appréhender cette réalité et donc ils sont toujours surpris de découvrir que dans le nombre de sous-traitants qui existent sur le marché. Après, on a un autre phénomène qui est dû à l'appel d'air qu'a créé le CPF, c'est que est apparu des sociétés qui étaient écrans, c'est-à-dire que le donneur d'ordre, en fait, est la microstructure, donneur d'ordre qui se crée et qui disparaît. Et derrière, c'est toujours le même sous-traitant. Et donc là, ces donneurs d'ordre écran, que nous, on en voit quelques-uns, c'est-à-dire c'est des sociétés qui sont créées pour la circonstance, qui ont une durée de vie très courte, moins de 18 mois, et qui vont capter des marchés, puis après qui disparaissent. Donc il n'y a pas de contrôle. Et c'est là où on veut éviter ce fait de coquilles vides, d'écrans, qui sont des donneurs d'ordre. Voilà. Alors qui doivent d'ailleurs pas correspondre à votre pratique du marché. Vous voyez, vous devez en voir très peu, vous, en fait, ces donneurs d'ordre d'écran. Et enfin, il y a des sous-traitances à double, voire triple niveau. Alors là, ça, c'est un des mystères d'un marché que nous, on voit aussi ce phénomène avec les audits, les sous-traitants d'audit. C'est-à-dire que vous trouvez toujours un intervenant qui accepte de travailler pour moins cher. Et donc, on a, même si les marges sont faibles, vous avez des sociétés qui se créent. C'est le même d'ailleurs phénomène sur Uber. Vous avez des sociétés qui se créent et en fait, ils sous-traitent la conduite de la voiture Uber. Alors, malgré que les marges sont très faibles, ils trouvent encore des gens pour travailler pour encore moins cher. Et donc là, il y a une sous-traitance à double, voire triple niveau. Et là, c'est encore plus difficile à appréhender la qualité parce qu'en fait, on ne trouve jamais celui qui a. C'est très compliqué de trouver celui qui effectue la formation. Et donc là, sous-traitance à double, voire à triple niveau. Enfin, pour le donneur d'ordre, le problème de la sous-traitance, c'est déjà, il y a une illusion, c'est qu'en fait, il a une capacité de production illimitée. Il se dit, demain, j'ai besoin de 1000 formateurs, je les trouve en sous-traitance. Ensuite, il a une illusion sur le fait que le sous-traitant est disponible et qu'il va pouvoir le mobiliser quand il veut. Il a aussi une autre illusion qui est la capacité à exécuter un programme prédéterminé. Voilà. Et enfin, une autre difficulté, c'est l'obtenir le respect des exigences réglementaires et de Calliope. Là aussi, c'est un problème sur lequel je vais revenir. Alors, la capacité à illimiter, c'est en fait, ça, dans les faits, il se passe quoi sur un domaine de compétences données, et ça rejoint le point 3 et le point 2. En fait, ces trois problèmes font que si vous avez par exemple une formation vente, c'est très compliqué de trouver 10 formateurs qui vont pouvoir former sur le même référentiel de vente un groupe de 1000 personnes qui vont être disponibles pour réaliser le programme. Bon, ceux qui organisent des programmes, ils voient le problème. Il y a qu'en fait, ces trois freins font que c'est complexe et qu'en fait, si vous êtes donneur d'ordre, la sous-traitance ne vous offre pas une capacité illimitée. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter le volume, on va dire, de 10 ou 20% d'activité, mais pas de 100% ou de 200%. Voilà. Ensuite, sur le respect des exigences réglementaires et de Calliope, le phénomène qui se passe, c'est quelque part le donneur d'ordre aujourd'hui, et ça fait 20 ou 30 ans que ça. Le donneur d'ordre prend à sa charge implicitement vis-à-vis de son sous-traitant
la prise en charge des exigences réglementaires et Calliope. C'est-à-dire quelque part le marché qu'il passe, tacite, c'est moi je m'occupe de Calliope, toi tu t'occupes de Presté. Alors après, ça met le donneur d'ordre en difficulté s'il doit demander à l'intervenant de réaliser une exigence qu'il avait pris à sa charge, notamment le fait d'avoir Calliope. Maintenant, dans les faits, force est de constater que ce serait beaucoup plus simple pour un donneur d'ordre de travailler avec un intervenant qui maîtrise les exigences réglementaires et qui maîtrise Calliope. Dans les faits, en théorie, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors après, aujourd'hui, la situation, compte tenu de cet accord tacite, c'est pas simple et c'est ce qui fait que on a du retard, enfin un certain nombre de donneurs d'ordre ont du retard pour leur mise en conformité vis-à-vis de cette exigence Calliope sur les actions CPF. Alors, nous avons reçu une question de Eric qui a été la plus votée dans l'espace questions, qui pourrait faire débat. Que pensez-vous des donneurs d'ordre soumettant aux sous-traitants une charte formateur reprenant des items explicites indicateurs du référentiel Calliope, ainsi qu'une mention avoir pris connaissance et respecter les exigences du référentiel Calliope? Est-ce légitime ou abusif? Alors, euh, euh, alors c'est légitime, c'est une condition, donc c'est légitime. Maintenant, si je comprends bien, il s'agit de dire que le sous-traitant s'engage à respecter. C'est ça? Il s'engage à Oui, respecter Calliope. Il c'est ça. s'engage à avoir pris connaissance et à respecter Calliope. Alors, d'un point de vue d'auditeur, moi je dirais que c'est un bon début, mais ça, il reste que si à l'audit des actions de formation, on découvre des non-conformités du fait de l'auditeur, cet argument risque de se retourner contre le donneur d'ordre parce que en fait, le sujet, c'est pas que le problème n'est pas que le sous-traitant s'engage à respecter Calliope. Le sujet est que Calliope soit respecté. Vous voyez, Calliope soit respecté. Donc là, c'est comme si moi je disais, je m'engage, faut faire attention à ce que je dis, mais je m'engage à respecter les limitations de vitesse. Et en fait, et si je signe un papier en disant, voilà, je m'engage à respecter les limitations de vitesse. Mais si après, je me fais flasher à 140 alors que la vitesse est limitée à 130 ou 110, bah, ce document va se retourner contre moi parce que ça pose un problème de confiance. Il y a une non-conformité et donc ce que j'ai mis en œuvre, bah, vous voyez, toutes les attestations que j'aurais fait signer, bah, je pourrais les mettre à la poubelle parce qu'en fait, elles n'ont pas de valeur. Donc, je dirais que ça a du sens dans la sensibilisation, mais ça ne va pas au bout. Ça va pas au bout, qui est le but, c'est d'obtenir le respect des exigences, pas l'engagement à respecter les exigences. Alors, on a vu à l'instant les problèmes que peuvent poser la sous-traitance en fonction du modèle, mais il y a aussi un ensemble de bénéfices, tant pour le donneur d'ordre que pour le sous-traitant. Alors, je vois qu'il y a une question d'Éric là qui reprend le sujet, mais on la traitera après. Alors, pour le donneur d'ordre, le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'il peut se concentrer sur le marketing et le commercial tout en minimisant les risques financiers. Il peut présenter des ressources à prix illimité, c'est-à-dire qu'il présente une capacité d'intervention et il peut choisir ses intervenants. Ça, c'est important parce que si vous avez un intervenant salarié, bah, le but de votre organisme, c'est de le faire travailler. Si vous avez des experts, le but, c'est avec lesquels vous travaillez régulièrement, bah, c'est bien pour eux comme pour vous, vous les faites intervenir dans le domaine de la compétence, dans leur domaine de compétence. L'idéal aujourd'hui pour une entreprise, c'est d'avoir, je dirais, des intervenants qui vont assurer les processus réguliers de l'entreprise et pour des projets ponctuels, pour des diagnostics de situations critiques ou d'incidents, pouvoir faire intervenir des experts qui vont récupérer tout ce qui sort du processus, tout ce qui est exceptionnel et qui demande un traitement particulier avec une forte compétence. Donc là, pour le donneur d'ordre, c'est ça l'avantage de la sous-traitance. C'est-à-dire vous faites, et d'ailleurs on voit quand certains d'entre vous, vous essayez de justifier le fait que vous faites intervenir des intervenants qui n'ont pas
de NDA, c'est vous dites toujours, bah, c'est très ponctuel, c'est un grand expert, on ne peut pas lui demander d'avoir un NDA. Vous voyez, et donc c'est les formations santé, c'est des professeurs de médecine qui vont intervenir quelques heures. Voilà, il y a une expertise très ponctuelle. Mais sur le process, le recours à la sous-traitance, c'est délicat, c'est pas la même chose, quoi. Et voilà, si je reprends l'exemple d'Uber, bah, Uber, il y a l'ambiguïté d'Uber, c'est quoi? C'est que il faut maintenir une capacité il faut maintenir une capacité sur un secteur donné. C'est-à-dire que si sur un secteur vous n'avez pas suffisamment de chauffeurs, en fait le service ne marche pas parce que le client se connecte, il voit qu'il n'y a personne, il attend un quart d'heure, il n'a pas de voiture, donc après il ne revient plus. Et pour ceux qui se déplacent, bah, vous avez des régions, Aix-en-Provence par exemple, il n'y a pas de Uber. Donc Aix-en-Provence, on va prendre un taxi, on n'a pas recours au service. Par contre, en Île-de-France, bon, ben là, vous pouvez avoir recours au taxi. À Bordeaux, à Uber. À Bordeaux, voilà. Mais quelque part, ça veut dire que Uber est obligé de maintenir un certain nombre de chauffeurs qui ne vont pas forcément travailler pour qu'il y ait une capacité de réponse. Et c'est ça qui pose le problème de la sous-traitance, c'est qu'il faut quand même qu'il soit disponible. Et la disponibilité, ça se paye. Je prends un dernier exemple. Un pompier, par exemple, on ne le paye pas uniquement pour éteindre les feux. On le paye pour qu'il soit prêt à éteindre le feu. Et s'il n'y a pas le feu, on préfère. Donc c'est pour ça que dans les casernes, il y a des pompiers qui s'entraînent et s'ils n'ont jamais de feu, c'est tant mieux. Parce que c'est dommage de justifier la présence des pompiers par le fait qu'il y ait des feux. On justifie la présence des pompiers par le fait qu'il n'y ait pas de feu. Voilà. On retrouve également un ensemble de bénéfices pour le sous-traitant. Alors le sous-traitant, on va le dire, il est à plusieurs phases de sa vie. Au début, ça lui permet de lancer le business, de commencer à travailler, d'avoir un encadrement et donc d'être encadré sur tous les aspects de la fonction formation et de pratiquer. Donc là, l'occasion de pratique pour un formateur, pour un intervenant, j'ai fait ça pendant 10 ans. Hein, donc, à l'époque, j'avais déjà des boîtes et je me rappelle, j'étais payé entre 40 et 100 euros de l'heure. Mais il y avait des heures où j'étais pas payé. Il y avait des heures à 40 euros. Moi, à l'époque, j'avais des enfants, j'avais besoin de beaucoup plus, mais j'y allais en courant parce que j'étais heureux de pratiquer, de rencontrer des stagiaires. Voilà, on s'épanouit en effectuant un métier qu'on aime. On s'épanouit. Voilà. Ça m'a permis de lancer mon business et alors progressivement après, j'ai abandonné des interventions. J'ai commencé par abandonner des interventions à 40 euros, les interventions gratuites. Très progressivement, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, j'ai quand même accepté, ça m'arrive encore d'accepter d'ailleurs certaines fois d'intervenir gratuitement, vous voyez, parce que c'est intéressant. Ça permet de rencontrer des gens, d'autres professionnels, etc. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on intervient ponctuellement dans un domaine où on a une expertise et on souhaite la développer. Il n'y a rien de pire que d'avoir une expertise reconnue et de ne pas être sollicité. Vous voyez, si je reprends, c'est la dernière fois que je parle de moi, mais moi, par exemple, en qualité de formation, j'ai l'impression d'avoir des notions. Et c'est vrai que quand je vois certaines enquêtes qui sont montées avec des rapports, etc., et on ne m'a pas demandé mon avis en France, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne m'ont pas demandé mon avis? Parce que j'ai quand même un avis. Quoi, voilà. Donc, le sous-traitant, c'est soit il va apprendre le métier, soit il va développer son expertise, et c'est ça je dirais, l'avantage essentiel. Voilà, après, ça donne une certaine sécurité, ça donne aussi des revenus réguliers parce qu'en théorie, ça se planifie à l'avance. Donc, ça permet une certaine sécurité. Voilà. Alors, on a une question d'Arthur qui, je pense, est dans cette situation. Étant moi-même certifié Calliope et en recherche, j'aimerais faire de la sous-traitance au profit d'un donneur d'ordre. Existe-t-il des plateformes de mise en relation? Alors, à ma connaissance, il existe des plateformes. Il y en a une qui s'appelle TutoSMI, Tuto espace, enfin, apostrophe S, et après ME. Et puis, mais la meilleure plateforme, de mon point de vue, c'est LinkedIn, où il faut mettre les mots qui décrivent votre compétence et qui seront utilisés par le donneur d'ordre. Voilà. Et ensuite, rentrer en relation avec des responsables de programme, sachant que c'est le responsable de programme qui va vous contacter et vous proposer des interventions. Voilà. Et donc là, c'est
il y a des grands organismes de formation, je ne citerai pas de nom, et après donc rentrer en relation avec les responsables de programme jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vous propose d'intervenir. Ça se fait beaucoup par relation, donc LinkedIn, c'est la plateforme rêvée quand on commence. Il y en a aussi quelques-unes sur Facebook pour faire, pas mal de veille sur ce réseau. Des organismes qui, font appel à des formateurs sous-traitants pour des missions ponctuelles ou après ça peut être des événements comme nous on organise, par exemple un ISPF Networking où vous aurez des, donneurs d'ordre qui seront présents. Être présent vous aussi, vous faire de nouveaux contacts, ça peut être intéressant pour vous dans ce cadre-là. On va enchaîner sur, la partie plus réglementaire de ce sujet de la sous-traitance, du point de départ de ce fameux décret. Quels sont les objectifs de ce décret qui est paru, donc en décembre dernier? Non, on t'entend plus François. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, tout d'abord, rappelons qu'on est sur une situation qui a aujourd'hui presque 4 ans, hein, puisque en fait, les problèmes sont apparus à partir de 2020 dans un contexte Covid, et que aujourd'hui, on a pris, on s'est habitué à un retard dans l'activation de la réglementation qui déclenche et auto-entretient un attentisme généralisé qui fait qu'en fait, quand on doit appliquer la réglementation, on ne sait même plus de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on a complètement perdu de vue l'objectif, puisque là, l'objectif, il a été présenté il y a au moins 3 ans quand on a commencé à parler de ce décret sous la sous-traitance, que entre le moment où on a parlé de ce décret et où il est paru, il s'est passé des mois, et qu'ensuite, et là, il se repasse des mois. On a vraiment vécu toute la phase qui, en formation professionnelle, que ceux qui sont là depuis longtemps connaissent bien, c'est la plus grande injonction que vous recevrez en termes de, en tant que formateur professionnel. Le message que vous allez entendre tous les jours, ça commence par attends. Et donc là, on a vécu toutes les phases. Donc, il y a un problème, on va faire une loi, attend la loi, on fait une loi, attend le décret, on attend le décret, attend l'application, la date d'application, maintenant attend les contrôles. Donc là, on est dans la phase j'attends les contrôles. Donc il est important, avant qu'on parle des contrôles, de repréciser les objectifs qui ont fait qu'il y a eu ce décret sous-traitance. Alors, un, c'était de lutter contre la fraude et les abus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'améliorer la qualité, il s'agit de lutter contre la fraude et les abus. Deux, un des objectifs, c'est de bien repréciser que les organismes de formation sont responsables de la qualité et qu'en contrepartie des financements, ils sont transparents. Pas d'opacité. C'est pas, à partir du moment où vous travaillez avec des fonds publics, c'est pas votre affaire. Vous devez être transparent. Enfin, mettre fin au portage Calliope, qui est comment dire, le sujet principal ça doit être le 5e webinaire qu'on fait, donc là on n'en a pas encore parlé, mais c'est le sujet principal, c'est comment je contourne ce décret. Voilà. Et enfin, donc c'est renforcer les critères qui tiennent compte du marché spécifique, qui est le marché, qui est un marché de particuliers de head-off, voilà, et qui fait que ces particuliers ne sont pas des entreprises et n'ont pas les moyens juridiques, commerciaux, je dirais, d'analyse d'une prestation que peut avoir une entreprise où il y a un RH, un directeur de la formation, ou dirigé par un professionnel et qui est en capacité d'apprécier beaucoup mieux la qualité d'une formation et surtout de bien acheter de la formation. Donc, des critères spécifiques. Alors, le décret de la sous-traitance qu'on voit à droite et que vous pouvez apprendre par cœur, donc il est applicable aux donneurs d'ordre. Donc, c'est le donneur d'ordre, ça on va le répéter, je pense, plusieurs fois, mais il est applicable au donneur d'ordre. C'est-à-dire que c'est le donneur d'ordre qui va supporter les conséquences de la non-application et qui a aujourd'hui la responsabilité de l'appliquer. Ensuite, il est en vigueur depuis le 1er avril 2024. C'est-à-dire que c'est en vigueur. Voilà, c'est pas, ça arrive, hein, vous ne respectez pas les limitations de vitesse parce qu'il y a un radar qui va être installé en janvier. Donc, vous n'allez pas respecter la limitation de vitesse à partir de janvier. Bon, certains le font, mais si vous vous faites prendre,
il ne faudra pas pleurer. Hein, on est là dans une forme de résistance, donc tout à fait, mais tout le monde doit être bien conscient que c'est applicable. Ensuite, le risque, c'est le déréférencement. Voilà, le risque, c'est le déréférencement, sachant que les contrôles, c'est fin 2024, début janvier. Voilà. Alors, on a plusieurs questions là qui défilent sur le chat. On va pouvoir les aborder après, plutôt lorsqu'on aura terminé ces quelques présentations. Donc, quelles sont les évolutions, François, entre l'avant-décret et l'après-décret sur les rappels qu'on a déjà pu faire? Alors, avant le décret, quel était l'état de la réglementation? Alors, numéro de déclaration d'activité obligatoire, donc disposition qui n'est pas complètement appliquée, mais dont on parle depuis 2019 et qui rentre progressivement dans les exigences que peut avoir un commanditaire vis-à-vis du sous-traitant, compte tenu euh, de l'amende de 4 100 € par prestataire que vous pouvez avoir. Alors, mesure contestée, mais mesure qui est en train de s'appliquer. Ensuite, le donneur d'ordre garde la responsabilité contractuelle. Donc ça, c'est pas nouveau. Hein. Le donneur d'ordre a toujours été responsable. Voilà. Et ensuite, il y avait le respect de la conformité au référentiel national qualité, c'est-à-dire que c'est là encore, la conformité repose, c'est le donneur d'ordre qui en doit faire la preuve. L'auditeur ne va pas aller chercher le sous-traitant. Enfin, par rapport au contrat de sous-traitance, il pouvait être tacite, mais il est constitué. Voilà, il y a le chose, le prix, il est constitué. Enfin, un terme juridique qui dit qu'il n'y a pas forcément un papier, mais il y a contrat. Alors, les obligations depuis le 1er avril, c'est que pour les actions CPF, il doit y avoir un contrat obligatoire qui précise la mission, le contenu, les moyens, la durée, la période et le montant. Ensuite, il y a un plafond. Alors là, normalement, écoutez bien parce qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est le plafond, c'est que le chiffre d'affaires de l'organisme donneur d'ordre ne doit pas, le chiffre d'affaires sous-traitance ne doit pas représenter plus de 80% du chiffre d'affaires du donneur d'ordre. C'est-à-dire que si vous faites 100, il faut que vous fassiez moins de 80 de sous-traitance. Ensuite, et ça se contrôle sur le BPF. Voilà. Ensuite, vous ne pouvez pas sous-traiter une action, donc il n'y a pas de sous-traitance en cascade, c'est-à-dire qu'un seul niveau de sous-traitance, un donneur d'ordre, un intervenant, un sous-traitant. Et après, l'obligation de Calliope pour le sous-traitant, plus d'ailleurs une obligation d'être habilité par le certificateur professionnel. Alors, dans les faits, on retrouve de manière plutôt synthétique la représentation du fonctionnement dans le cadre de la sous-traitance pour un donneur d'ordre qui souhaite faire appel à un sous-traitant. Donc, François, quels sont les cas dans lesquels aujourd'hui le donneur d'ordre ne pourrait pas faire appel à un sous-traitant et les cas où le sous-traitant qu'il vise pourrait pourrait être sélectionné dans le cadre de la sous-traitance? Alors j'espère que vous pouvez envoyer des likes parce que Thomas est très fier de ce Oui, slide qui lui a très, voilà, ça fait des mois qu'il travaille dessus, il y passe le week-end et j'en rêve le soir aussi. si vous pouvez lui envoyer des likes en lui disant qu'il est beau, il sera content parce qu'il est, il est au summum de son art. Voilà. Alors en fait, vous avez un donneur d'ordre et un sous-traitant. Voilà. Alors le sous-traitant, le donneur d'ordre doit lui imposer certaines exigences. On parlait tout à l'heure de Eric parlait tout à l'heure de charte, donc c'est le moyen d'exprimer les exigences. Alors, je n'ai pas encore très bien compris la question de Eric, mais qu'il y ait contrat ou qu'il y ait charte, à partir du moment où c'est un document qui est signé par les deux parties, c'est un contrat. Juridiquement, c'est un contrat, c'est-à-dire qu'il est opposable. Une charte, ça peut être une annexe à un contrat, mais c'est opposable au sous-traitant. Il y a deux types de chartes que nous, on connaît très bien sur la certification pro, c'est l'engagement déontologique, c'est-à-dire, par exemple, je m'engage, en tant que sous-traitant, je m'engage à pas débaucher des clients
des salariés de mon client. Ouais, nous, ben, c'est un problème qu'on a eu, qu'on connaît bien. Il y a un organisme de formation fait intervenir un sous-traitant chez un de ses clients. Le sous-traitant récupère une liste de clients du client, hein, donc du client de son donneur d'ordre, et ensuite le sous-traitant appelle ses clients et leur propose ses services. Voilà. Alors là, bah, vous voyez, donc ça, c'est la responsabilité du donneur d'ordre et le sous-traitant qui s'estime dans son bon droit parce qu'il n'avait rien signé. Vous voyez, c'est ce type de problème. Donc, ça va au-delà de Calliope. Vous voyez, on peut, dans le contrat, ben, on peut exiger il y ait pas de. Alors, bah non, en fait, ouais, ouais, bon, il y a la question d'Eric, mais je pense qu'on va trop loin là, donc on en parlera peut-être une autre fois. Mais voilà, donc là, il y a le donneur d'ordre. Donc, ce que le donneur d'ordre doit exiger du sous-traitant, c'est aujourd'hui, parce que c'est lui qui est responsable, c'est quoi? Habilité par le certificateur professionnel, ce qui n'est pas toujours facile à faire, et qu'il soit certifié Calliope. Alors, si il est hors du régime microsocial, c'est-à-dire qu'il est micro ou auto-entrepreneur, on l'assimile à un salarié. Du coup, il n'y a pas l'obligation d'avoir Calliope. Voilà. Et alors, il y a deux conditions, hein, c'est régime microsocial et chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. Donc on revoit la phrase du bas parce que je ne la comprends plus, mais en fait, il y a un seuil. Donc le seuil, il est régime microsocial plus chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros. Là, on va considérer qu'il est salarié et donc il n'aura pas l'obligation de Calliope. Là, vous voyez, c'est les syndicats de formateurs qui ont exigé cette mesure. Voilà. Alors, on peut s'étonner d'ailleurs que des syndicats de formateurs favorisent les nouveaux entrants au début aux dépens et imposent des conditions à ceux qui sont déjà là. Ça, c'est typique d'une démarche qualité mal conduite, c'est-à-dire on enfin, c'est une critique d'ailleurs pour ceux qui m'invitent rarement, les syndicats de formateurs, mais les syndicats de formateurs, ils défendent ceux qui arrivent. Alors, un syndicat, ça devrait défendre ceux qui sont en place. Alors là, c'est l'inverse. On facilite la vie du débutant qui arrive, qui ne va pas forcément faire une formation de qualité. Et le formateur qui est là depuis longtemps, on lui impose Calliope. Donc, moi, j'aurais fait le contraire, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a cette limite 80% du chiffre d'affaires, il y a le contrat et il y a deux obligations, Calliope et certificateur professionnel. Dans tous les cas, si vous voulez vous implanter durablement dans la formation, il faut avoir les deux, c'est-à-dire l'habilitation et la certification Calliope. Donc là, on est vraiment dans vous voyez, la stratégie à moyen ou long terme, et c'est le but à atteindre pour pouvoir s'épanouir dans la fonction. Et pour reprendre le point de sortie de cette slide, donc le sous-traitant est concerné par l'obligation de certification Calliope s'il est hors du régime microsocial, donc qu'il n'est pas Ah oui, c'est des exclus, micro-entrepreneur, voilà. c'est ça. Ou s'il est auto-entrepreneur, là, il devra répondre d'un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 euros. Et donc là, il sera aussi concerné par Calliope. Donc ça me permet de faire le lien avec la question de Alain, qui se demande pour le CPF, puis-je toujours faire appel à des sous-traitants qui ont un CA de moins de 70 000 euros et qui ne sont pas certifiés Calliope? Alors la réponse pourrait être oui, mais tout dépendra de leur statut, puisque si le statut est hors du régime microsocial, on ne va pas prendre en compte le chiffre d'affaires. En revanche, s'ils sont bien micro-entrepreneurs, là par contre, le fait qu'ils aient un chiffre d'affaires inférieur ne vont pas faire en sorte qu'ils soient concernés par l'obtention de Calliope. Oui, là, on est dans une disposition, à mon avis, dont le but, c'est d'éviter la société écran. C'est-à-dire que s'il y a une société structurée qui, qui est sous-traitante, donc une SRL, une SA, une SAS, ou une société qui fait un chiffre d'affaires supérieur à 77 000, on exige que cette société soit Calliope. C'est comme ça que je comprends l'intérêt de la mesure, c'est qu'en fait, on veut éviter le contournement. Je crée une société écran et derrière, moi j'ai ma société qui est là et puis tous les 18 mois, j'ai un nouveau certificat Calliope. Voilà. Alors, je vois la question qui a été posée à plusieurs reprises dans le chat et dans les questions sur les sous-traitants situés à l'étranger. Pour l'instant, ça fait l'objet de réponses que nous n'avons pas. On attend ces réponses par le législateur. Donc, pour les organismes qui auraient des sous-traitants à l'étranger, on ne sait pas encore s'ils sont concernés par
le NDA ou Calliope. Alors, le certificateur, entre guillemets, professionnel, c'est la question de monsieur ou madame Duc. C'est en fait l'entité qui va délivrer la certification aux stagiaires. C'est-à-dire que sur le CPF, vous devez vous engager dans une formation certifiante. Donc, comme nous, on est aussi certificateur, il y a deux terminologies il y a terminologie de la qualité et terminologie de la diplomation qui s'affrontent. Donc nous, on prend l'habitude de dire certificateur professionnel dans le sens où c'est le titre qui est délivré à l'issue de la formation, qui est délivré par le certificateur professionnel. Le certificateur professionnel habilite l'organisme de formation à faire la formation et c'est ce qui permet d'accéder à EDOF et de proposer la formation. Et donc le stagiaire s'engage à s'inscrire à l'examen à cette formation, voilà, à cette certification. Voilà. Donc il y a la formation, l'examen et la délivrance du certificat. Alors, on va le rappeler encore une fois, François, qui est responsable dans ce décret. Voilà, donc c'est le donneur d'ordre. Voilà, mais je pense que là, le slide Est clair. est clair. Hein. C'est le donneur d'ordre qui est à la manœuvre et c'est le donneur d'ordre qui doit, je dirais, impulser le mouvement et obtenir la certification Calliope et le respect des exigences. Donc c'est au donneur d'ordre de mettre en place une mesure et à partir du moment où il le demande, le sous-traitant lui doit répondre à la demande. Voilà. Alors face à cette, situation, on a identifié plusieurs stratégies à mettre en place, que vous soyez sous-traitant ou donneur d'ordre. François, quels sont les 4 points, possibles pour un sous-traitant qui souhaite se positionner sur ce décret? Alors la première stratégie, qui est une stratégie qui consiste à prendre de l'avance et à prendre position, c'est d'obtenir Calliope. Alors, excusez-moi, j'ai le sondage. Hop. Alors, donc ça permet de se positionner, de trouver des affaires en direct et surtout de développer son professionnalisme, c'est-à-dire de maîtriser Calliope, d'avoir de la conformité et de la maîtrise. L'inconvénient, c'est l'investissement financier. Alors, parce qu'il y a 1600 € à sortir et puis il y a un travail à faire. Et puis après, le coût de Calliope est inférieur à 60 € par mois, mais c'est quand même 60 € par mois. Voilà. Donc, c'est clair que sur le plan économique, il y a un investissement et puis il y a un investissement en termes de travail, etc. Et c'est pas ce qui intéresse le plus la plupart des intervenants aujourd'hui. Voilà. D'autant plus s'ils ne sont pas encouragés par le donneur d'ordre. Voilà. Alors après, il y a le fait d'accepter de travailler en CDD, CDD d'usage. L'avantage, c'est la conformité. Alors chez certains grands organismes de formation, vous ne pouvez pas facturer des honoraires. Par exemple, si vous êtes intervenant au CNAM, c'est le CDD d'usage obligatoire avec des bulletins de paye. Donc après, moi, je suis intervenu une fois pour le CNAM. J'ai fait un cycle de formation. Vous avez donc dans votre parcours de retraite, vous avez un truc un peu à part et avec un montant de retraite que vous avez cotisé et un ensemble de charges. Et bon, c'est en pure perte parce que bon, vous pensez bien que la caisse de retraite du CNAM ne va pas me verser 10 € tous les ans pendant ma retraite. Donc, ça a peu de sens pour un entrepreneur. Hein, et on voit très bien que les charges qu'on a payées, on ne les reverra jamais. Donc, c'est vraiment de l'argent perdu. Il vaut mieux contribuer à ces caisses de retraite, il vaut mieux contribuer à l'URSSAF et vaut mieux, comment dire, pouvoir gérer ses charges, ses frais. Voilà. Donc là, financièrement, c'est encore pire, je dirais. Voilà. Alors, après, il y a accepter de travailler avec le statut auto-entrepreneur. Donc là, l'avantage, c'est la conformité. Et l'inconvénient, c'est que vous êtes dans un statut de débutant précaire et sans pérennité, avec un CA limité. C'est-à-dire que ce sera toujours une activité temporaire qui manque de pérennité, vous voyez, et qu'à un moment ou à un autre, il faudra changer de statut. Alors, paradoxalement, ce statut auto-entrepreneur, il est bien pratique
Et on voit un certain nombre d'entrepreneurs, moi depuis 20 ans, où de temps en temps, ils prennent ce statut d'entrepreneur pour faire des activités qui ne sont pas dans leur société. Donc, force est de comprendre, ça peut avoir une justification de temps en temps si c'est très ponctuel. Voilà, j'ai en tête le patron d'un organisme de formation qui voulait faire de l'audit Calliope. Bon, bah, il a fait de l'audit Calliope en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, l'avantage du statut auto-entrepreneur, c'est au niveau des charges, c'est très. Là, pour le coup, c'est plus intéressant que le statut d'entrepreneur. Et donc là, ce que vous facturez, vous payez peu de charges, au moins au début, quoi. Voilà. Bon, après, c'est quand même de la paperasserie, quoi qu'on en dise, et c'est pas si simple que ça. Mais bah, pour certaines personnes qui commencent, je suis salarié, je fais de la formation à côté, ça peut faire l'affaire, quoi. Voilà. Et ça permet de passer sous le radar. Alors après, vous avez s'engager dans la qualité. Donc c'est une stratégie. Alors là encore, hein, c'est une minorité, je dirais, agissante qui a recours à ce dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez attendre que le donneur d'ordre exige Calliope. Vous n'allez pas prendre de l'avance. Par contre, vous allez travailler sur votre dimension et vous allez pouvoir revendiquer une démarche qualité tierce partie. Donc là, on travaille sur la qualité. On ne va pas chercher forcément la conformité réglementaire ou Calliope pour dire voilà, mais on travaille sur la qualité et on peut dire à son donneur d'ordre, on peut dire à son client, bah, moi je suis en démarche qualité avec TCPF et je travaille là-dessus. Donc ça fait 30 ans que cette certification existe et aujourd'hui elle concerne 1000 personnes. Il doit y avoir 200 000 intervenants en France. Hein, donc vous voyez, c'est vraiment une minorité, mais c'est une possibilité parce qu'en fait, qui correspond au futur. Parce que le futur, c'est quoi? C'est que l'intervenant travaille sur sa qualité d'intervenant. La qualité du sous-traitant, c'est la qualité de l'intervenant. Ce qu'on veut avoir, c'est la qualité de l'intervenant. Si vous fabriquez des pneus et vous avez une certification qualité pour les voitures, on va pas vous demander pourquoi on vous demande d'avoir la certification qualité pour les voitures alors que vous fabriquez des pneus. Le sous-traitant ne réalise qu'une partie de l'intervention. Le fait qu'il soit certifié sur l'ensemble n'apporte rien. Voilà. Donc là, c'est une voie logique qui, si vous voulez vous implanter durablement dans la formation en tant qu'intervenant, me paraît être opportune. Et du côté du donneur d'ordre, quelles sont les possibilités? Alors le donneur d'ordre, bah, il est embêté parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à présent, il travaille avec des. C'est très difficile d'imposer une nouvelle mesure à des partenaires actifs qui travaillent avec vous depuis longtemps dans des conditions déterminées. Puisque là, on change les conditions de travail. Donc, mais maintenant, il faut qu'ils trouvent une solution, puisque les contrôles sont là, la loi ne se discute pas et la Caisse des dépôts n'a pas la, n'a pas la liberté d'interpréter l'application d'une loi. Il n'y a pas de, si on a une loi, on fait des contrôles, on n'en fait pas. Alors, il peut ne pas avoir de sous-traitant, mais il peut dire c'est des salariés. Donc, je vais faire des CDD d'usage, je vais faire des CDD. Donc là, du coup, il n'y a plus de problème. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, bah, les intervenants vont avoir le net va être moins important. Et il y a des formalités administratives de paye à réaliser qui sont coûteuses. Donc là, on va avoir un impact sur la rentabilité de l'activité. Ensuite, il peut exiger la certification Calliope des principaux sous-traitants, donc des sous-traitants concernés. Donc l'avantage, c'est qu'il se met en conformité avec EDOF et il va prendre de l'avance quand ses concurrents seront empêtrés dans les contrôles EDOF. Donc il y a un recours ponctuel qui est possible, c'est-à-dire que globalement, les principaux sous-traitants sont certifiés et puis les autres sont en cours. Voilà. Donc là, on met en place un mouvement. Bon, ça demande un changement de stratégie, ça demande un changement de discours vis-à-vis des sous-traitants. Alors l'inconvénient, si on a recours qu'aux principaux, c'est il y a un engagement partiel, il y a un risque de court-circuit. En fait, il faut quand même être lucide et la certification Calliope, il faut quand même, je dirais, faire attention au risque de court-circuit. C'est-à-dire que le sous-traitant que vous certifiez Calliope, il peut contacter vos clients en direct, les recontacter. Donc là, il faut blinder les contrats
de mon point de vue, avec une charte déontologique, c'est-à-dire non sollicitation des clients, etc. Il faut que ce soit clair dans le contrat. Voilà. Donc là, on est sur une professionnalisation de la relation entre commanditaire et donneur d'ordre, et surtout un engagement dans la qualité des deux parties. Il faut aussi que de mon point de vue encore, hein, donc moi je ne suis pas à votre place, hein, mais de mon point de vue, il faut aussi que le sous-traitant s'y retrouve. Donc quelque part, s'il fait l'effort d'avoir Calliope, il faut lui apporter un chiffre d'affaires qui va permettre qui va au moins compenser les 60 € par mois que lui coûteront la certification Calliope. Voilà. Et enfin, il y a la troisième stratégie qui est généralisée aujourd'hui, c'est qu'on attend. Et donc là, il y a un risque de déréférencement en décembre 2024 à partir du moment où il y aura des contrôles. Et alors ça, le déréférencement, le déréférencement, nous, on le constate. Hein, on le constate aujourd'hui parce que certains organismes sont négligents vis-à-vis de l'audit de surveillance ou vis-à-vis de l'audit de renouvellement ou négligents vis-à-vis de changements administratifs qu'ils opèrent. C'est-à-dire, par exemple, ils changent de NDA, ils ne nous préviennent pas, ils changent de sirène, ils ne nous préviennent pas. Et donc, à un moment, comme il y a des contrôles et il y a 4 bases de données qui sont concernées, ils se font sortir d'une base. Donc, ils se font sortir du fichier des organismes de formation, ils se font sortir de head-off, ils se font sortir de Datadoc, ou ils se font sortir de la base Pôle emploi ou d'un autre financeur. Vous voyez, et donc, il est déréférencé. Et après, pour revenir, c'est très long parce qu'il faut passer par nous. Nous, on renvoie l'identité du certifié au fichier, voilà, et ça prend 2 ou 3 jours parfois, voire 4-5 jours. Vous voyez. Alors, pour un peu qu'il y ait un des systèmes qui fonctionne mal, on prend 2-3 jours de plus. Et quelquefois, certains organismes perdent 4 ou 5 jours de financement, tout est décalé, et à rattraper, c'est tout un travail et c'est très stressant parce que c'est parfois des milliers d'euros par jour de financement qui sont pas forcément perdus, mais qui sont reportés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être très sérieux avec le référencement et ne pas faire d'erreurs qui font que vous allez être. Le risque de suspension est réel. Et le risque de déréférencement, en plus, c'est réel et beaucoup d'entre vous vous en rendez pas compte parce que aujourd'hui, beaucoup de clients, vous êtes très focus sur un point et donc que vous êtes focus sur un truc, vous faites que ça et tout le reste, ça n'existe pas, que vous receviez des mails. Enfin, nous, on en sait quelque chose, hein, avec 7000 clients. On a des clients, on les appelle 15 fois, on envoie 5 mails et puis un jour, hop, ils rappellent et en fait, et là, on leur dit oui, mais on vous a contacté 15 fois et ils s'en rendent compte à ce moment-là. Donc, le mode de travail aujourd'hui, il est très particulier et il y a ce focus. Et là, la certification, c'est un process. Le référencement, c'est un process qu'il faut maintenir. Il ne faut pas prendre le risque de sortir du référencement, surtout quand votre chiffre d'affaires est conditionné par ça. Enfin, quand ça marche, le référencement head-off, c'est très rémunérateur. Maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête. Oui. Alors j'avais partagé un sondage qui, j'ai l'impression a disparu, donc je vous énonce de nouveau la question à l'oral et en attendant vos retours directement depuis le chat. Que vous soyez donneur d'ordre ou sous-traitant, quelle est votre stratégie, pour, vous mettre en conformité, en tout cas vous positionner par rapport à ce décret qui pourrait changer, le déroulement de votre activité? En attendant vos retours, je passe à la slide suivante, qui correspond plutôt aux sous-traitants qui veulent s'engager dans Calliope ou alors les donneurs qui souhaitent accompagner leurs sous-traitants dans l'obtention de Calliope. À quoi s'attendre en tant que sous-traitant lorsqu'on, on s'engage dans la certification? François? Alors, en fait, ce que vous devez savoir, parce que certains d'entre vous, vous n'intervenez qu'en sous-traitance. Donc, si et en fait, les obligations Calliope, c'est d'avoir un client. À l'origine, il faut avoir un client en direct, il faut avoir une action de formation. Voilà. Donc là, on a adapté la certification Calliope au statut de sous-traitant. Et donc, vous pouvez passer l'audit avec des actions réalisées en sous-traitance, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui les avez facturées. Voilà. Et donc, vous n'avez pas d'action directe à réaliser. D'autre part, il y a une obligation de Calliope qui implique que vous devez diffuser votre offre, rendre publique votre offre. Et là, comme certains d'entre vous, vous n'aurez jamais, par stratégie, de client direct. Là aussi, vous pouvez être dispensé de cette obligation. Donc, il y a des aménagements
pour ceux qui ne font que de la sous-traitance. C'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Alors ensuite, cet avantage, en fait, c'est un avantage à l'audit, parce qu'après, ça ne vous empêche pas, une fois que vous avez la certification Calliope, de faire d'avoir une activité directe. Ça vous empêche pas. C'est à l'audit, on ne va pas vous demander d'avoir réalisé au moins une action en direct, mais ça ne vous empêche pas de le faire après. Et en termes de budget, François, pour l'engagement dans la certification, à combien revient la certification Calliope pour un organisme ou un sous-traitant? Alors, la certification Calliope est coûteuse. C'est un coût, surtout pour un sous-traitant, parce que voilà, donc c'est un coût. Donc vous avez un budget le plus fréquent, hein, c'est de l'ordre de 1 200 € avec un audit initial et des frais techniques. Après, vous avez des options comme l'élaboration, c'est par cycle, le pré-audit, qu'il est conseillé de prendre lorsque c'est un audit initial et qu'on n'en a jamais fait, et les frais de déplacement. Et bon, les certaines options si vous les voulez, mais là, si vous êtes sous-traitant, faut pas prendre de passe-report. Si on fixe une date, faut la tenir, quoi, voilà. Et puis après, vous avez une redevance annuelle qui finance les audits de surveillance et de renouvellement, et puis l'ensemble des charges, c'est de l'ordre de 523 € par an pour les sites les plus petits. Vous voyez, donc vous allez avoir une grosse facture au départ de 1 100, 1 200 €, et puis après tous les ans une facture de 500 €. Donc vous voyez, il faut être organisé, il faut quand même avoir le chiffre d'affaires qui permet de supporter tout ça. Voilà, c'est discriminant. Donc le but est que c'est qu'il y ait des personnes qui vont plus faire de sous-traitance parce qu'ils rentreront pas dans les cordes, et certains qui continueront à en faire. Alors, en conclusion, François, quels sont les 3 points essentiels à retenir? Alors, le premier point, c'est que aujourd'hui, la balle est dans le camp du donneur d'ordre. C'est à lui d'organiser, de proposer. Le, le sous-traitant, il va être impacté indirectement. Il peut prendre l'initiative, il peut proposer, mais le sous-traitant propose. Mais si le donneur d'ordre n'en tient pas compte, ce qui est le cas assez fréquemment, hein, c'est qu'en fait, il ne valorise pas la certification. Ça n'a pas de sens parce que le donneur d'ordre est le client du sous-traitant. Donc nous, avec la certification pro, on le voit, on a des certifiés pro pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont là depuis très longtemps et puis qui nous disent, mais cet organisme, Monsieur Gallinou, faites quelque chose, cet organisme ne valorise pas ma certification pro. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Changer d'organisme. Si vous faites un effort pour la qualité, et alors sa certification pro lui coûte 110 € par an, quoi. Donc si votre donneur d'ordre est pas suffisamment lucide pour dire, voilà, je vous paye votre certification pro, vous voyez, je fais un geste, je paye un peu plus, je reconnais votre certification pro, je vous choisis vous plutôt que ceux qui ne l'ont pas, effectivement, faut pas la faire. Voilà, ou alors ou plutôt faut trouver des donneurs d'ordre qui valorisent le fait que vous faites en sorte de vous mettre dans les meilleures dispositions. Voilà. Donc ça, c'est l'impact du sous-traitant, et c'est une capacité limitée du sous-traitant. C'est-à-dire, c'est pas à lui qui a l'initiative. Il peut proposer, mais s'il n'est pas suivi, il ne peut rien faire. Alors après, pour tous, Calliope, c'est indiscutable aujourd'hui, hein. Qu'on en parle en bien ou en mal, ça permet d'améliorer la qualité perçue de la formation. Et même si plus on critique Calliope, plus ça met en évidence la marque, plus ça fait connaître la marque. Et puis quand on creuse, on voit bien quand même que c'est des critères, ceux qui s'intéressent à la question voient que c'est des critères standards, c'est des exigences vraiment minimales, et qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'on fasse de la formation autrement.
Alors pour la suite de votre parcours, nous avons, une équipe d'assistants à la certification qui peut, vous guider dans les prochaines étapes. Donc, pour l'engagement dans une certification Qualiopi ou, vous aider dans l'engagement de vos sous-traitants. Je vous partage un lien pour prendre rendez-vous avec eux si vous n'avez pas, l'occasion de le faire aujourd'hui et pour les personnes qui, souhaitent le faire, vous avez les coordonnées directement à l'écran. Donc c'est le 01 82 83 56 40. On a également, Christophe que j'ajouterai sur la prochaine présentation qui fait partie de l'équipe et qui pourrait répondre à vos questions et vous guider dans les étapes. Alors, on a maintenant terminé la présentation. On peut passer à la séance de questions-réponses. Il nous reste encore 10 minutes pour traiter ces échanges-là. Donc, quelques rappels avant de passer à ce traitement des questions. Le premier point, c'est que vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc une fois qu'on aura mis un terme au contenu, un email qui va contenir un questionnaire de satisfaction. Et ce questionnaire, une fois rempli, vous communique 2 liens. Vous avez le replay de la présentation. Donc, pour cela, il faudra, patienter, quelques secondes pour que la vidéo se télécharge, mais ce sera le lien utilisé pour revisionner le contenu et vous aurez également le support présentation au format PDF. Ensuite, vous retrouvez, l'accès à la plateforme Noé pour vos démarches de certification et nos coordonnées pour aller plus loin dans la démarche. Alors, je vais passer du côté, de l'espace questions pour identifier ce qu'il reste à traiter. Ouais, si vous pouvez. Alors, une question de First Step. Nos formateurs sont auto-entrepreneurs avec NDA. Chaque stagiaire voit plusieurs formateurs pendant la formation. Nous ne pouvons pas réaliser un contrat pour chaque stagiaire, pour chaque formateur. Avez-vous une alternative? Ah oui, c'est une question qui arrive souvent. Alors, donc là, il faut qu'il y ait un contrat entre le sous-traitant et le donneur d'ordre et ce qui peut se faire, c'est un contrat cadre avec, des bons de commande à chaque action. Voilà et donc ça peut être il peut là, dans votre cas que je ne maîtrise pas complètement, hein, parce que je suis un expert de la qualité et pas forcément de la contractualisation des sous-traitants, mais là, dans votre cas, ce que je, je comprends, c'est qu'il pourrait y avoir une simple annexe de type bon de commande par stagiaire, voilà, qui a un seul document ou qui préciserait le minimum, c'est-à-dire le nom du stagiaire, sans doute. Voilà. Question de Adrien. Nous sommes un organisme de formation et la société associée s'occupant de la commercialisation de notre solution logicielle que nous éditons est parfois amenée à former nos clients. Faut-il que cette société ait un NDA? Alors, est-ce que la société, euh, la société est donneur d'ordre ou la société est sous-traitante? C'est ça ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que fait cette société? On aura peut-être le complément par Adrien dans le chat ou dans la question. Je passe à la question suivante. Adrien a complété. Nous sommes donneurs d'ordre, la société est le potentiel sous-traitant. Eh ben, il faudra qu'elle soit Calliope, oui. Il faudra qu'elle soit Calliope. Question de Joël, un formateur certifié Calliope sur les bilans de compétences et les actions de formation avec un statut de sous-traitant. Comment doit-il faire pour être certifié Calliope en totalité pour intervenir en son nom propre? Alors, la société est. Euh, alors, un formateur certifié Calliope sur les bilans de compétences et les actions de formation avec un statut de sous-traitant. Comment doit-il faire pour être certifié Calliope en totalité et intervenir en son nom propre? Donc, vous avez un prestataire qui réalise des bilans de compétences, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça la question? Bah, moi, de ce que je comprends, c'est que le formateur est certifié et qu'il réalise des bilans de compétences et des actions de formation. J'ai pas l'impression qu'il soit question de. Il est certifié Calliope ou il est certifié pour faire des bilans de compétences? Il est certifié Calliope. Ok, bah là oui, alors s'il veut faire et là la question c'est qu'est-ce qu'il veut faire s'il veut faire des bilans de compétences en direct?
C'est comment doit-il faire pour être certifié Calliope en totalité? En totalité, je vois pas de quoi il Ah, s'agit. en totalité sur les autres catégories, bah, il faut qu'il fasse une demande d'extension. Donc là, il va sur le site et il coche demande d'extension. Il va demander la catégorie accompagnateur VAE ou organisme de formation. Voilà. Alors sinon, après, dans ma compréhension, ce qu'il peut faire aussi, c'est aller se faire référencer sur EDOF pour, comme il est certifié Calliope, pour prendre des bilans de compétences en direct. Voilà, c'est les deux voies que je comprends dans la question. Alors, question de Charlotte. Notre sous-traitant gère ses clients et ses formations. Il ne travaille pas pour nos clients. Il se sert juste de notre OF pour ne pas avoir besoin d'un NDA et d'être Calliope. Est-ce, est-ce que c'est dans les règles ou est-ce qu'un sous-traitant du portage, ça reste une règle? Bah alors on peut pas établir que c'est pas dans les règles, mais là il y a deux points qui, de mon point de vue, méritent réflexion et analyse. C'est un, la manière dont vous présentez les choses, on voit que le sous-traitant prend l'initiative d'activer un donneur d'ordre pour pouvoir facturer. Donc c'est lui qui a l'initiative. Donc il cherche à facturer à travers un certificat Calliope. Donc là, ça va pas parce il devrait être certifié Calliope lui, et que le certificat Calliope qui accepte, si c'est des formations CPF, ça va pas. Alors après, l'autre point qui, à mon avis, pose problème, c'est qu'il n'a pas de NDA. Et là, vu qu'il est à l'initiative, il devra en avoir un, puisque s'il fait ça, c'est quelque part qu'il doit avoir il y a des financements publics à récupérer. Donc là, le donneur d'ordre qui accepte, tout serait établi pour qu'il ait une amende en cas de contrôle de 4 500 €. Voilà. C'est surtout là où on est dans le cas typique de la société écran, c'est-à-dire qu'une société est activée dans le but, sur une action donnée, de percevoir un financement public. C'est pile ce qu'on veut éviter. Alors, question de Saïda. Dans notre cas, nous sommes une entreprise qui souhaite proposer des formations 100% en ligne avec des formateurs basés au Maroc. Pour le financement, les bénéficiaires pourront-ils avoir accès au CPF ou à l'OPCO? Alors dans ce cas-là, oui, ils pourront y avoir accès. Après le cas où pour l'instant on ne peut pas se positionner, c'est, si vos sous-traitants doivent être certifiés Calliope avec NDA. Mais en tout cas, si, votre activité, est destinée à des bénéficiaires qui sont au Maroc, mais qui sont français, les financements, oui, peuvent être activés, soit sur du CPF ou de l'OPCO. Alors, on a ce cas qui se présente aujourd'hui, qui est un cas, on va dire, marginal, mais qui revient très souvent. Euh, donc là, dans ce que vous dites, il y a la position du formateur et il y a la position du stagiaire. Voilà. Donc, le stagiaire suit une formation à distance, il est au Maroc. On parle de son CPF. Bon, je ne vois pas le problème que la formation soit suivie en France ou à distance. Il n'y a d'ailleurs aucun moyen de le vérifier. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le cas du formateur qui est à l'étranger, alors là, il y a un certain nombre de cas où effectivement, il y a des organismes qui sont installés à Dubaï, au Maroc, enfin à l'étranger, et qui travaillent sur des financements français. Euh, ça, Aujourd'hui, il y a un problème pour le sous-traitant. On doit avoir Calliope, mais comme c'est une société étrangère, ça pose problème. Donc là-dessus, on attend des précisions de la part du ministère du Travail qu'on n'a pas eu. Aujourd'hui, l'organisme doit s'organiser pour être représenté en France par un organisme certifié Calliope. Et donc, il y a une modalité aujourd'hui. On a certains formateurs qui sont à l'étranger, notamment des Belges ou des Marocains, et ils sont organisés pour avoir Calliope, et donc ils ont Calliope, ils passent par un mandataire. C'est assez compliqué, c'est pas simple. Alors là, on attend des précisions qu'on n'a pas eu encore. Voilà. Après, il y a un cas où ça va, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la, la société en France est une filiale de la société à l'étranger. Et donc là, on considère que la société en France, si elle est certifiée Calliope, elle représente sa maison mère. Donc là, les salariés de
la maison mère n'ont pas, ou la maison mère n'a pas été certifiée Calliope puisque sa filiale l'est. Voilà. Et ensuite, il y a et voilà. Et donc là, vous voyez, c'est les cas. Mais le cas où la formation est sous-traitée à l'étranger, aujourd'hui, c'est pas clair. Et je ne sais pas comment vont se prendre. Et là, il y a quand même l'obligation d'être certifié Calliope, mais comme en théorie, une boîte à l'étranger ne peut pas avoir Calliope, il faut passer par ce mécanisme de représentation, mais qui existait avant pour le NDA, mais qui aujourd'hui avec Calliope est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Une question de Béatrice. Est-ce que ces obligations ne concernent que les formations réellement financées par le CPF ou éligibles? Oui, enfin, Oui, pour l'instant, oui. Parce pour que l'instant, oui. mmh. La question de José. Je suis sous-traitant et aussi Calliope. Que dois-je demander au donneur d'ordre obligatoirement pour présenter lors de mon prochain audit, en plus du contrat? Tous les éléments qui vous permettent de justifier si en fait, il y a deux cas. Soit vous avez des actions en direct et vous ne présentez que ces actions en direct. Soit vous n'avez pas d'actions en direct, vous n'avez que des actions en sous-traitance, et là vous en présentez à minima une. Et là, effectivement, il faut avoir toutes les preuves que les critères Calliope, les indicateurs Calliope ont été indiquées. Et donc, elles sont listées dans le guide du référentiel national qualité. Alors, question de Amaury. Concrètement, les organismes non concernés par le décret sont ceux qui ne dérivent pas de formation certifiante. Alors, en partie, mais ce qu'il faut retenir, c'est le financement. Parce qu'on peut effectuer des prestations de VAE ou de bilan de compétences qui passent par des financements VAE, CPF, pardon, mais voilà, pour autant, elles ne sont pas des formations certifiantes. Mais c'est le financement qui compte surtout. Ce Donc, décret ne concerne que les organismes de formation qui sont référencés sur EDOF et les actions de formation qu'ils réalisent via EDOF. Voilà. S'il n'y a pas EDOF, s'il n'y a pas d'action de formation via EDOF, il n'y aura pas de contrôle. Et il n'y a pas d'obligation. alors, question de Nesrine. Le sous-traitant qui dispose de Calliope a-t-il accès à EDOF? Il doit se faire référencer. Alors, il va se faire référencer en tant que sous-traitant et après, il peut se faire référencer à condition d'étabilité sur EDOF. Oui. Alors, je jette un dernier coup d'œil aux Oui, questions. je vois qu'on a affaire à des fortes personnalités parce qu'en fait, il y a beaucoup de. Il y a des. Il faut chercher aussi sur le chat. Voilà. C'est ça. Puis il y a des questions qu'on a déjà traitées, mais qui sont reprises avec des cas plus particuliers, notamment sur des situations à l'étranger qu'on a déjà traitées, donc on ne va pas l'aborder une nouvelle fois. Ok. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Oui, Hein. on a fait le tour. Vous avez de toute façon du contenu supplémentaire à retrouver via le replay de la Voilà, présentation du on a une précision de Saïda, je ne sais pas si je prononce bien, Issan. Alors oui, c'est ça, nous sommes une filiale située à la fois en France et à la maison mère au Maroc. Donc nous qui sommes en France, nous pouvons bien entamer la démarche Calliope. Oui, voilà. Alors là, c'est pile ce cas-là, vous voyez, où on se prend la tête pour rien, parce qu'on a on a des clients qui viennent à nous parce qu'ils sont parfois des grandes entreprises qui viennent à nous parce qu'ils sont certifiés Calliope et comme ils sous-traitent une partie de la prestation à la maison mère, ils se disaient mais la maison mère, est-ce qu'il faut se certifier Calliope? Alors à la fin, vous voyez, on finit par plus savoir qui doit faire quoi. Et dans votre cas précis, oui, c'est si vous êtes certifié Calliope, après vous allez vous organiser pour dire que vous représentez la structure et que donc vous pourrez faire intervenir des salariés de la maison mère. Voilà, ça c'est voilà. Donc on vous attend pour votre certification Calliope, monsieur ou madame Issan.
On va terminer sur ces mots. François, je te remercie pour, ton intervention de qualité sur, le sujet de la sous-traitance qui fait, couler encore, beaucoup d'encre, sur on le voit encore aujourd'hui avec de nombreuses questions. Merci aussi à l'ensemble des participants. Vous avez été actifs, jusqu'à la fin, donc pour, nous poser vos questions, voilà, je vous dis à la prochaine. Je te laisse ajouter quelques mots, François. Bah, je suis très content de ce webinaire. Bon, on va dire que là, on voit que la pression monte parce que la plupart de vos préoccupations exprimées étaient très concrètes et c'était touffu. C'est bon, enfin, nous, on est prêt on travaille pour ceux qui s'engagent dans la qualité, hein. On ne travaille pas pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans la qualité. Voilà, donc sachez pour ceux qui sont assistés à ce webinaire et qui veulent améliorer la qualité de la prestation, qu'on sera à vos côtés, qu'on vous apportera euh, le meilleur niveau de qualité et la meilleure réactivité possible, comme on le fait pour tous nos clients depuis bientôt 30 ans. Et je remercie Thomas pour cette organisation sans faille. Et je remercie Microsoft et Lenovo pour la mise à jour de 17 minutes qu'il vient de me faire et qui m'a permis d'assister quand même à ce webinaire. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt.